Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors, petit message sur le chat. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous nous entendez correctement? Ok, parfait, impeccable. Donc vous avez du son, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Notre rendez-vous mensuel maintenant depuis un petit moment. On est ravi de vous accueillir avec Claudia. Juste avant de commencer, le son est OK. La thématique du jour, c'est Scaling versus HubSpot pour le Customer Success. Donc en gros, même si on prend un petit peu de hauteur, il y a une question qui revient très régulièrement quand on discute, nous, avec des prospects. Et une question qu'on nous pose souvent, c'est OK, très bien, mais j'ai déjà un CRM, HubSpot ou Salesforce ou un autre, ou un Pipedrive, etc. Et du coup, quel est l'intérêt pour moi de mettre en place une Customer Success Platform? Qu'est-ce qu'une Customer Success Platform fait de plus qu'un CRM? Et ça, c'est une question qui revient assez souvent. Donc là, évidemment, on va le prendre, j'allais dire, sous l'angle scaling, mais en fait, en réalité, ça pourrait être scaling, ça pourrait être une autre. Mais l'enjeu, en tout cas, c'est de vous apporter des éléments de réponse par rapport à ça. Et donc voilà, pour ça, on s'est dit que le mieux, c'était quand même de faire témoigner quelqu'un qui avait passé ce cap-là, c'est-à-dire quelqu'un qui avait travaillé à un moment justement sur un CRM, en l'occurrence HubSpot, et qui à un moment, pour différentes raisons, avait décidé de faire le switch et en l'occurrence de passer sur Scaling, tout en gardant bien sûr HubSpot, on en reparlera en parallèle. En tout cas comme CRM dans l'entreprise. Donc voilà, pour ça, du coup, je suis ravi d'accueillir Claudia. Claudia, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, alors bonjour à tous. Du coup, moi je suis Claudia, je suis CSM Lead chez Telescope depuis 2021. Ok, parfait. Et donc 2021, donc à peu près 3 années, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Donc, on nous demande d'ailleurs sur la partie chat s'il y aura un replay. Donc, je confirme qu'il y aura un replay. Là, vous allez être probablement une cinquantaine de personnes à vous connecter sur le webinaire. Voilà, sur une centaine d'inscrits. Donc, les autres nous regarderont en replay. Donc, bonjour à ceux qui nous regardent en différé. Et juste avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, effectivement, vous avez vu qu'il y avait un chat sur lequel on peut communiquer. Vous avez aussi juste à côté un petit bouton de questions dans lequel vous pouvez poser vos questions et c'est nous plus facile pour derrière les trier et les faire passer. Donc l'objectif, c'est quand même qu'on soit sur quelque chose qui puisse être interactif. Et donc voilà, et donc au choix, en fait, en fonction des questions, soit c'est dans le prolongement de ce qu'on est en train de dire, et du coup, j'interrogerai Claudia par rapport à ça pour compléter la réponse. Soit c'est un sujet qui est un petit peu différent, auquel cas on les gardera pour plus tard, mais on essaiera au maximum, en tout cas, de répondre aux questions que vous pouvez avoir. Euh, Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, Claudia, tu disais que ça faisait 3 ans que tu étais arrivée chez Telescope. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton rôle dans l'entreprise et Telescope, sans qu'on devienne des experts forcément de ta plateforme, mais qu'on comprenne en tout cas un petit peu comment vous situez et sur quel type de métier vous êtes et quel type de customer success vous faites. Ouais. Donc du coup, moi je suis arrivée chez Telescope en tant que première CSM. Aujourd'hui, on est 5 personnes. L'équipe CS gère, elle encadre les clients dès la signature de leur contrat et tout au long de leur vie chez nous. Et notre rôle, il va s'articuler vraiment autour de 3 grands axes. Donc, on a l'onboarding client, où on va devoir former nos clients sur la plateforme et s'assurer qu'ils maîtrisent Telescope au maximum de leurs besoins. La partie suivi, et rétention, et la partie expansion un peu plus commerciale pour aller chercher d'autres utilisateurs et étendre leur contrat sur d'autres zones géographiques.
Et du coup, Télescope, en quelques mots, c'est une carte de prospection immobilière qui permet donc à des professionnels de l'IMO d'aller prospecter, détecter des opportunités et de simplifier leurs recherches via des informations qui se trouvent du coup sur cette carte interactive de façon clé en main. Ok, Donc, donc je recherche je suis professionnel de l'immobilier, je cherche un terrain, par exemple, je suis promoteur et je cherche un terrain sur lequel je pourrais aller construire mon futur projet. Je peux me servir de télescope pour identifier exactement, une zone. tout Ok, à ça fait, marche. c'est exactement ça. Et dans le rôle que tu décrivais en termes de customer success, donc tu disais que vous aviez un rôle qui était plutôt un rôle, j'allais dire, on dit des fois un peu full stack en customer success, c'est-à-dire que vous faites l'onboarding, formation, accompagnement, et que vous allez aussi jusqu'à la partie opportunité, renouvellement, upsell. Est-ce que vous faites aussi la partie support, ou est-ce que pour la partie support, vous avez une équipe dédiée ou une personne dédiée? Non, alors on s'occupe également de la partie support. Après, c'est pas la plus grosse partie. On a peu de support chez Telescope, c'est qu'on doit bien former nos clients. Ou Euh, avoir un bon produit, voilà, ou les deux? un bon produit, un bon suivi. Mais oui, c'est bien l'équipe CSM aujourd'hui qui s'occupe du support. Ok, ça marche. Et pour se donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien vous gérez de clients? Tu disais que vous étiez 5 au Customer Success, 5 pour vous occuper d'un portefeuille qui fait quelle taille? Alors aujourd'hui, on a environ 1000 clients. Donc ça fait, bon, selon les portefeuilles, environ 250 clients par CSM. Donc c'est des gros portefeuilles. Avec une segmentation qui est pas par taille de compte, parce qu'en fait, un compte chez nous, il peut avoir entre 1 à 300 utilisateurs. On est plutôt sur des spécificités métiers, ce qui nous permet justement de se positionner en tant qu'experte sur le sujet de nos clients, parce qu'en fait, on s'adresse autant à des promoteurs immobiliers que des agents immobiliers, des retailers ou des brokers. Donc voilà, notre cible est large et il y a plein de spécificités qui sont Ok. importantes de savoir pour pouvoir les orienter au mieux sur l'outil. Ok, donc vous, c'est plutôt une spécialisation par sous-verticale à l'intérieur de l'immobilier pour avoir une expertise. Et donc, vous avez chacune des comptes qui peuvent faire des tailles différentes à l'intérieur de cette sous-verticale. C'est ça. Ok. Ça marche. Et du coup, bah, pour maintenant qu'on comprend un peu mieux comment vous êtes organisé, un peu la typologie de clients que vous gérez, est-ce que tu peux bah, nous expliquer comment vous étiez organisé, j'allais dire, avant Scaling, avant la mise en place d'une Customer Success Platform? Bon, on aura compris que HubSpot faisait partie de l'équation, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les outils qui étaient en place Ouais. à ce moment-là? Alors, au niveau de notre stack, bon, déjà, on a un back-office interne qui nous permet de gérer toute la création des comptes clients. On avait effectivement HubSpot en CRM et en gestion de compte, et aussi pour la partie commerciale, suivi d'upsell. On utilise Chargebee, qui est un logiciel qui nous permet de faire de la gestion d'abonnements et de facturation. Notre data center, donc nous on est sur Holistic, et on utilise Snowflake également. Après on est sur Slack, Notion pour notre suivi, pour notre wiki interne. Comme toute startup qui se respecte, j'allais dire. Et on utilise aussi Mojo, à la fois pour la montée en compétences de l'équipe, mais aussi pour tous nos enregistrements de call clients qu'on va Ok, pouvoir. du coup, aussi côté Customer Success, pas que Oui, côté Sales, aussi côté Customer Success. surtout côté Customer Success, en fait. On a arrêté côté Sales, justement. Ok, ça marche. Ah ok, d'accord, intéressant. Bon, c'est pas le sujet, donc on va pas développer cette partie-là, mais feedback intéressant. Ça marche. Et du coup, en deux mots, avant de rentrer dans le détail de ce que vous faisiez dans HubSpot et comment vous utilisiez HubSpot, donc là, tu expliques que vous aviez quand même une myriade d'outils, mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi tu perçois HubSpot, enfin ton avis par rapport à HubSpot? Je pense que c'est important aussi pour la suite du Ouais, déroulé. ouais, carrément. Bah, moi, j'adore HubSpot, en fait. Je trouve que c'est un bel outil. Je le maîtrise plutôt bien. En plus, chez Telescope, on a la chance d'avoir un abonnement qui est plutôt complet. Cher, Et tu veux dire, cher. très cher.
effectivement. C'est pour ça que je dis on a la chance parce que c'est pas donné à toutes les boîtes. Je me suis chargée du setup, donc pas seulement pour l'équipe CS, mais aussi l'équipe Sales. Et je pense que le meilleur exemple pour montrer notre utilisation, c'est qu'à date, on a créé plus de 167 workflows dans HubSpot. Mais au-delà des workflows, hein, on est des gros utilisateurs de l'outil sur quasiment tous les modules. Ok. Et ça, enfin, je, j'avais une petite idée de la réponse, mais je trouve que c'est important, c'est-à-dire que nous, ça arrive quand même souvent que sur des calls, voilà, on ait le feedback de, voilà, moi, ça, j'aime pas utiliser HubSpot, j'aime pas l'outil, je trouve qu'il est pas beau, bon, je m'y sens pas bien. Et globalement, bon, je pense que c'est essentiellement des personnes du customer success qui nous écoutent. Généralement, ça va pas être ça le levier que vous allez pouvoir avoir en interne pour aller voir votre CEO et lui dire, écoute, voilà, je veux prendre un outil parce que je trouve que HubSpot, ça me convient pas trop, j'aime pas trop. Et voilà, et je trouve que du coup, le retour là d'expérience est d'autant plus intéressant que voilà, Claudia est plutôt une ambassadrice de HubSpot et connaît très bien l'outil et l'avait quand même poussé dans ses retranchements. Donc je trouve que c'était intéressant de préciser ça. Et du coup, côté HubSpot, hein, de manière je sais pas, peut-être de manière générale, est-ce que tu peux expliquer ce que vous faisiez en fait à l'époque sur HubSpot? Donc, on a compris qu'il y avait des workflows, mais comment est-ce que toi tu l'utilises d'un point de vue customer success avant de mettre en place un outil CS? Ouais, bah, le premier point, ça a été l'automatisation des communications un peu plus classiques, les emails de bienvenue, les propositions de points clients, l'animation des portefeuilles grands comptes, parce que voilà, quand sur un compte on a 300 utilisateurs, on a besoin de pouvoir faire du séquençage en masse. Donc l'outil est très bien fait sur HubSpot, mais voilà, enfin, il y a plein d'autres choses, mais avant tout, c'est vraiment un outil qui est fait pour la prospection et les ventes, qui est très axé lead génération. Et en fait, malgré toutes les évolutions qu'il y a pu avoir sur HubSpot ces derniers mois, voire ces dernières années, la prospection, ça reste leur cœur de métier. Et les fonctionnalités, elles sont pas pensées pour ça. Nous, on a des portefeuilles clients qui sont assez importants. On a besoin d'une gestion qui est vraiment très précise, au maximum automatisée, sans rien rater. Et HubSpot permet certaines choses, d'ajuster certaines choses. Après, ça demande quand même pas mal de manutention. Donc voilà, donc au-delà de tout le premier point sur les communications classiques, on a aussi travaillé sur du coup la gestion et le Ouais, suivi. le côté pipeline, c'est ça, ou c'est ce que tu disais, parce que comme c'est un outil sales, très souvent quand tu fais du CS dans HubSpot, tu détournes cette notion de pipeline pour avoir une espèce de Kanban avec des phases projet. Donc vous, c'est comme ça que vous Ouais, l'aviez imaginé côté exactement. Customer Success. Au départ, on a regardé côté pipeline de transaction, à la fois donc un pipeline pour la gestion client et un autre pour l'upsell. Je me suis vite rendu compte que en fait les transactions elles s'adaptaient pas forcément au cycle de vie du client parce qu'on peut pas aller back and forth. Donc on a gardé le système de gestion pour l'upsell sur les transactions. HubSpot, là, Ouais. c'est la gestion des ventes, ça fonctionne très bien. Par contre, pour la gestion client, on a essayé du coup via le pipeline de tickets. Le ticketing, c'est pas mal parce qu'en fait, on peut l'automatiser facilement. Les mises à jour des propriétés se font bien. Les passages de cycle de vie, effectivement, dans le Kanban sont bien paramétrables. Mais par contre, on manquait énormément de signaux sur nos clients. Et en fait, sur une base de 200 à 300 clients par portefeuille, le Kanban, c'est bien, mais ça te permet pas d'être précis, d'être proactif et de voir en un coup, enfin d'analyser ton portefeuille client en un coup d'œil. Il y a besoin d'aller chercher sur un compte individuel à chaque fois. Donc c'est beaucoup de temps.
Ouais, t'as pas la bonne overview. Peut-être juste un truc pour préciser. Tu parlais d'utilisation de tickets. On est d'accord parce qu'il y a un module de ticketing aussi dans HubSpot. Là, quand tu parles de tickets, c'est le côté carte, c'est-à-dire les opportunités de HubSpot qui pour toi étaient ce que tu appelles des tickets et qui étaient du coup chaque truc est un client. C'est ça dont tu parles? En fait, on a essayé les deux. On a essayé l'opportunité via la transaction et après le ticketing, donc la création de tickets dans un pipeline, donc un Kanban qui permettait le suivi en fonction de nos phases de clients. Et le ticket, en fait, c'était un nouveau client égale un ticket et ce ticket va passer finalement d'une phase à l'autre. D'accord, Donc ok. c'était bien le pipeline de ticketing dans l'outil ticketing. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc vous avez essayé et le module commercial et de détourner ensuite le module ticket, mais à chaque fois dans une vision Kanban, Ouais, en fonction du coup d'un cycle de vie client. c'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux Bah, Est-ce que tu as des éléments à ajouter peut-être sur ce que vous faisiez? Donc, il y avait cette partie mail automatique, la partie gestion, donc en Kanban qui a été testée via de différentes manières. La partie workflow, je ne sais pas, est-ce que tu veux peut-être détailler un peu euh, des workflow types que vous aviez mis en place à l'époque? Oui, bah, du coup, on avait des workflows qui permettaient d'envoyer des notifications donc à la CSM de façon régulière afin de lui ajouter des tâches pour contacter son client ou vérifier la santé de son compte. Alors, vérifier la santé du compte, là, c'était une grande histoire parce qu'on est sur une vérification qui est manuelle. Donc, comme on a beaucoup d'outils différents, il fallait vérifier que le client se connecte en allant sur le back-office interne, vérifier qu'il n'est pas en impayé sur Chargebee, vérifier qu'on a des contacts réguliers avec lui et qu'il nous répond sur HubSpot. Le seul outil éventuellement qui nous permettrait de regrouper toutes ces infos, c'est notre data center. Mais du coup, ça demande de faire des requêtes SQL en base de données. Moi, j'ai une équipe qui est assez junior, donc le SQL, ça leur parle pas du tout. Donc, ça crée un peu de codépendance avec mon équipe. Et donc, voilà, encore une fois, c'était pas du tout adapté. Et après, sur tous les signaux faibles, ce qu'on arrivait à faire finalement, c'était des listes d'entreprises ou de contacts, mais principalement entreprises, comme nos portefeuilles étaient assez importants, qui étaient filtrés selon certains critères. Donc, pour Ah, ok. Oui, donc tu avais des vues, en fait, avec, c'est les fameux onglets là que tu as dans HubSpot, où tu as du coup la vue, j'en sais rien, client à rappeler pour la raison X, client à rappeler pour la raison Y. Enfin, en gros, tu avais comme ça des ouais, différentes vues de clients qui étaient générées dynamiquement dans HubSpot. tout à fait. Mais du coup, ça demande beaucoup d'organisation et de planification, de s'intégrer un peu des routines régulières dans son agenda pour traiter ses listes, les mettre à jour. On n'avait pas forcément la possibilité de les mettre à jour correctement. Et puis elle manquait en information finalement parce que toute la partie adoption produit, on l'avait pas sur HubSpot. Et c'est quand même un élément clé dans la gestion de nos portefeuilles qui nous manquait du coup drastiquement. Ok, très bien, ça marche. Tiens, il y a une question qui est posée sur le chat par Dawn qui demande la segmentation était-elle faite sur des champs? Oui, alors on a des propriétés effectivement en fonction des métiers de nos clients. On a nos workflows d'attribution de CSM par métier en fait. Donc notre propriété, si c'était un agent immobilier, ça allait chez tel CSM. Si c'était un broker, c'était également chez tel CSM. Donc dès lors qu'un contrat a été signé, gagné, il passait par ce workflow de dispatch des comptes clients en fonction des CSM. Ouais, ça marche. Et Caroline, t'inquiète pas, je t'avais pas oublié, je l'avais vu, c'est juste que c'était moins dans le sujet. C'est pour ça que j'ai pas pris la question tout de suite. Mais donc la question de Caroline, qui effectivement a respecté la règle du jeu et a posé la question dans l'onglet questions, qui demandait pour compléter un peu ce que tu disais en intro, quel était le montant du panier moyen de vos clients, si c'est une information que tu peux donner, ça je ne sais pas.
Oui, alors on a des offres qui sont très différentes. Du coup, on a deux offres différentes. On a l'immobilier d'habitation où on va avoir des contrats à 1 300 € annuels. À l'inverse, sur la partie immobilier professionnel, ça dépend de plein de choses, des fonctionnalités que tu peux avoir sur l'outil et des secteurs géographiques. Mais en moyenne, on va dire que ça varie autour de 600 € par mois. Ok, ça marche. 600 € par mois à peu près de MRR. Oui. Ok, parfait. Et bah du coup, bon, tu as commencé un peu à effleurer le sujet sur ce que vous faisiez et certaines limites que ça pouvait présenter, notamment ce que tu disais, hein, le fait que vous aviez déjà de l'information qui était dispersée sur plusieurs outils, que vous deviez consolider cette information, du coup c'était un peu manuel, donc pas forcément hyper adéquat d'un point de vue customer success, mais j'allais dire peut-être pas suffisant en tant que tel, à toi de me dire, pour justifier l'achat d'un outil. Enfin, est-ce que globalement, tu pourrais me dire quelles sont les choses que tu n'arrivais pas à faire avec HubSpot, voilà, là où peut-être tu étais davantage bloqué euh, et voilà, et qui t'a amené à réfléchir à autre chose. En fait, du coup, moi, comme j'adore HubSpot et que je le maîtrise bien, je savais qu'il y avait des possibilités qui étaient possibles, ce que j'appelle un peu les workarounds, même si l'outil est pas fait pour ça, on arrive à trouver une façon de le faire. Mais du coup, bah, ça nécessite beaucoup de maintenance, des bonnes connaissances. Et au final, on ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, et on arrive vite sur une usine à gaz. Sur nos portefeuilles qui sont, bah, encore une fois, énormes. On perdait un temps incroyable, du coup, à aller chercher des informations sur d'autres logiciels. Et on Ouais. se transformait Et, plutôt en CSM pompier à éteindre des feux. Parce que finalement, si on perd autant de temps et qu'on est plus sur oui, de... à paramétrer ton outil, etc. Pendant ce temps-là, tu t'occupes pas de Ouais, tes clients. Et on pourrait peut-être ajouter un truc, c'est que, alors, je veux dire, un jour, peut-être que tu décideras d'aller dans une autre entreprise. Il y a un moment où si toute la connaissance et toute cette complexité finalement repose aussi sur quelqu'un, soit tu le documentes et tu reprends des heures, des jours, soit tu le documentes pas, ce que aucune boîte ne fait. Et le jour où tu pars, potentiellement, oui, cette maintenance derrière devient aussi plus compliquée parce qu'il y a un vrai coût d'entrée pour comprendre ce qui a été fait, quoi. c'est vrai, tout à fait. Ça crée de la dépendance. Bah, d'ailleurs, je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais effectivement, c'est le risque. En tout cas, voilà, nous, on perdait clairement en qualité de suivi client. Après, donc, le plus gros problème, c'était le manque de vision à 360 qui nous retirait cette possibilité de gérer de façon optimale nos portefeuilles. Pas de vue directe sur les usages et l'adoption produit. Ouais. Euh, Que tu étais obligé, ça, d'aller chercher dans ton back-end, hein. Du coup, c'est dans ouais. ton back-end que tu avais cette vision-là, Encore une fois, on aurait des pu connexions, des features utilisées, ce genre de choses. le faire via des workarounds avec un peu de dev, mais du coup, ça aurait été encore une usine à gaz supplémentaire et puis ben, demander à l'équipe technique de travailler dessus. Euh, et puis bah, le score de santé, enfin, je pense que c'est un paramètre qui est hyper important. Donc voilà, tout ça clairement nous manquait sur HubSpot. Et en fait, c'est que des problèmes en entonnoir. Hein. Donc à la fin, ça a un impact aussi sur bah, moins de possibilités sur l'automatisation des séquences, notamment par rapport à l'adoption produit, les impayés, etc. Oui, Donc, oui, c'est ça. De fait, tu peux pas, même si l'information existe quelque part, mais qu'elle n'est pas connectée à HubSpot, tu as beau avoir l'usage qui dans ton cas et sur un back-end, dans le cas de certaines personnes qui nous écoutent, et peut-être sur un Mixpanel ou un Pendo ou des outils de Product Analytics, en fait, le truc, c'est que tant que tu l'as pas au même endroit que là où tu peux déclencher tes séquences, ça limite forcément tes possibilités d'automatisation. Donc l'info existe, mais en gros, si je résume, ce que tu dis, c'est que un, tu as un problème d'accès à l'info qui est compliqué, chronophage, etc. Et deux, tu as le côté comment est-ce que derrière tu peux actionner cette information. oui, tout à fait. Ok, ça marche.
Très bien. Tu veux ajouter d'autres choses là sur j'allais dire un peu les freins que tu rencontrais sur HubSpot, ou est-ce qu'on a fait à peu près le tour de cette question-là? Non, je crois qu'on a fait le tour. Après, oui, nous, on avait aussi un problème, c'est que du coup, on utilise vraiment beaucoup HubSpot aussi sur la partie commerciale. Et parfois, ça crée un peu des frictions parce que le séquençage étant tellement utilisé par nos équipes sales, que si c'était mal utilisé, bon, ça arrivait aussi que ça impacte un peu notre base client. Et du coup, il y avait aussi un besoin un peu de séparer les deux. Ah, Euh, genre ils allaient retaper un autre contact de la boîte, mais qui en fait était déjà cliente, ou Ça, des choses comme ça. sans forcément le vouloir, mais du coup, c'est vrai que c'était assez problématique. On avait même, à la fin, j'avais dû créer un workflow qui retire, Qui désabonnait, c'est ça? ça retirait les clients qui se retrouvaient sur des séquences sales, et nous, on n'utilisait plus que l'outil marketing pour envoyer des communications en masse. Ok, 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 ça marche. Très bien. Et donc du coup, bah, on s'approche petit à petit du sujet, donc Customer Success Platform. Alors pour la petite histoire, en fait, on avait fait, on s'était déjà parlé, je sais plus, peut-être un an avant que tu deviennes cliente, je sais plus exactement le timing. On avait fait un test qui s'était pas mal passé, mais qui au final avait pas été concluant. Enfin, est-ce que tu peux refaire un peu l'histoire et expliquer pourquoi ça s'était pas fait à l'époque? Est-ce qu'a été j'allais dire, l'élément déclencheur pour finalement qu'on puisse travailler ensemble? Ouais, alors effectivement, ça s'est fait en deux temps. Euh, le premier élément, c'est bah, déjà pour toutes les raisons que j'ai exposées précédemment, il fallait vraiment qu'on trouve une solution pour regagner en proactivité. Je pense à la fois bah, pour la boîte et pour nos clients, mais aussi quelque part un peu pour le bien-être de l'équipe, parce que on sait que quand tu te perds dans cette spirale de la réactivité à passer de feu en feu, bah, tu vas droit dans le mur. Donc je voulais absolument voilà, qu'on passe sur une CSP. Et je suis tombée assez rapidement sur Scaling. On a effectivement fait un mois de test, pas complètement configuré, mais ça m'a permis d'avoir un bon aperçu du fonctionnement de l'outil et d'être conquise. Et en fait, c'est mon équipe IT qui avait refusé en pensant pouvoir retravailler en interne notre back-office et à l'aide de notre data center aussi pour pouvoir répondre à nos besoins. Et puis bah, finalement, ça s'est pas fait, je pense par manque de temps hein, principalement. Ouais, Euh, bah, c'est toujours le souci, quoi. Enfin, à un moment, ton équipe IT, elle doit être focus sur le produit, sur la roadmap. Les exactement. besoins internes passent toujours au second plan, et c'est un élément en tout cas à avoir en tête. Ouais. Ça te permet de faire des trucs potentiellement très custom, très proches de ton business et sur mesure. Par contre, effectivement, ça crée une dépendance et pour le setup et derrière pour des évolutions futures aussi sur un outil que tu fais en interne. C'est clair. Donc voilà, et puis finalement, bon ben l'année dernière, je suis partie en congé maternité, donc c'est mon directeur commercial qui a repris la gestion de mon équipe à l'aide du CEO en backup. Et en fait, ben ils se sont rendus compte que c'était pas gérable, que voilà, ils avaient aussi beaucoup de choses à penser. Et qu'il y avait vraiment besoin d'un outil. Donc dès que je suis rentrée, je crois le premier jour où je suis revenue, on m'a dit, enfin voilà, Scaline, tu nous en avais parlé, prends-le. On te comprend mieux maintenant. C'est bon, il n'y a aucun souci, rappelle-les tout de suite. Et on m'a même relancé plusieurs fois en disant, c'est bon, tu le prends. Et j'avais dit oui. Comme quand tu rentres de congé maternité, c'est pas forcément le premier truc que tu fais, mais du coup, ça s'est fait très très rapidement, effectivement. Donc c'était un mal pour un bien. Ok, mais le truc est rigolo en tout cas, parce que c'est vrai que je pense que c'est un retour auquel un certain nombre de CS se sont confrontés, c'est d'aller voir son CEO, son CEO, enfin selon à qui on est rattaché, etc. Et qui dit bah oui, bah en gros, qu'est-ce qu'il y a? On a un back-office, on a HubSpot, enfin,
pourquoi tu aurais besoin d'autre chose? Pourquoi je te reposerai d'ailleurs une question sur ça, et pourquoi mettre un outil en plus alors qu'on a déjà tout ça, etc. Et c'est rigolo en tout cas de se dire que c'est au moment où ils ont en fait mis les mains dedans qu'ils se sont dit ah oui d'accord, mais en fait on comprend mieux quoi. Ouais, ouais, On clairement. comprend mieux le quotidien du CS qui des fois paraît un peu mystérieux pour ceux qui nous entourent. Ok, bah merci en tout cas pour l'anecdote, toujours sympa. Christelle qui dit comme quoi, Claudia, un petit bonheur perso peut générer un gros bonheur pro. Oui. Écoute, ou un gros bonheur perso, un petit bonheur pro, je ne sais pas, mais bref. En tout cas, effectivement, une boucle vertueuse en l'occurrence. Ça marche. Bon, l'idée, c'est pas non plus de faire dire le catalogue de fonctionnalités, etc. Mais j'allais dire, si toi, tu devais citer aujourd'hui, là, avec le recul, 2 ou 3 avantages d'une Customer Success Platform par rapport à HubSpot, qu'est-ce que tu dirais? Alors aujourd'hui, les 2-3 avantages au niveau de l'automatisation des parcours clients, ça va avec ce que j'ai dit précédemment. Aujourd'hui, les playbooks qu'on utilise sur Scaling versus les workflows HubSpot, on a des triggers qui sont liés à l'adoption produit. Enfin, le fait d'avoir des données en plus sur Scaling nous permet de générer des playbooks par ces données-là. Donc ça, c'est, je pense, un des avantages principaux. Après, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui a aussi beaucoup plu à mon équipe, c'est l'envoi des emails semi-automatiques. C'est vrai que j'avais jamais pensé à ça avant de passer sur Scaling, mais c'est pas possible sur HubSpot. Et en fait, aujourd'hui, sur Scaling, dans nos playbooks, on a presque plus d'emails automatiques. La plupart des emails, ils arrivent dans notre to-do de la journée et on décide ou pas de l'envoyer au client. Et en fait, ça ramène de l'humain. Dans l'automatisation, ça nous permet de rester maître de nos communications, et ça, c'était aussi une des fonctionnalités qu'on a beaucoup aimé. Après, Peut-être juste pour préciser sur ça, effectivement, les mails ils peuvent être envoyés en mode full automatique pour ceux qui ont des portefeuilles plus importants ou qui le souhaitent. Mais effectivement, donc ça, c'est en gros, il y a des brouillons, on pourrait dire, qui sont générés et on les retrouve dans une rubrique spécifique de Scaling où là, on peut dire, pour une raison X, Y, je pense que c'est pas le bon moment d'envoyer ce message, donc je choisis de finalement pas l'envoyer. Ou je l'envoie en l'état parce que j'ai rien à redire. De toute façon, il arrive, il est déjà personnalisé comme il faut, etc. Soit, troisième option, je dis, ok, en fait, j'édite ce mail-là parce que j'en sais rien, je sais que il y a 2 jours, elle a raté son train ou elle partait en retard et qu'elle a failli rater son train pour prendre des nouvelles et juste poser la petite touche humaine justement qui fait que, ok, j'ai 95% de mon mail qui est écrit automatiquement, mais j'ajoute le truc qui fait que je ne m'adresse pas exactement à la personne de la même façon que je l'aurais fait avec n'importe qui. Oui, exactement. Après, sur les fonctionnalités, forcément, le score de santé, ça, c'était vraiment top. Et l'adoption, en fait, par l'équipe, qui s'est faite vraiment simplement. C'était très clair pour elle. Ça leur parlait tout de suite, en fait. Aujourd'hui, l'interface Scaling, on a la possibilité de retrouver notre Kanban comme on avait pu l'avoir, mais on a aussi des signaux qui sont très forts et voilà, c'est très coloré. L'interface, elle est intuitive. Et encore une fois, j'ai une personne, juste hier de mon équipe qui m'a dit, mais moi j'adore Scaling, on peut pas me l'enlever, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'on est dessus. Donc je sais que très bien, ouais, je prends. Je prends. ça a vraiment simplifié leur travail au quotidien. Et pourtant, HubSpot n'est quand même pas le plus moche des CRM. Non, c'est vrai. Il y en a qui sont plus arides, plus austères. HubSpot, je trouve que c'est quand même pas celui qui s'en sort le plus mal. Oui, Pour la parenthèse, on utilise aussi HubSpot côté Scaling, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans Scaling, on a essayé de faire quelque chose qui soit très simple, très épuré, un peu coloré, avec un peu de gamification sur certains trucs, pour essayer de
d'éviter l'expérience un peu boring qu'on peut avoir sur certains outils de CRM qui sont plus souvent perçus, et pour nous c'est ça le pire travers qu'il pourrait y avoir, qui sont plus souvent perçus comme étant des outils dans lesquels il faut qu'on consigne de l'information parce qu'on me le demande, parce que mon manager ou mon CEO me le demande, et je suis un peu obligé de le faire. L'objectif, c'est quand même de le faire pour se rendre service d'abord à soi. Et du coup, c'est aussi pour ça que le côté expérience utilisateur, en tout cas, c'est quelque chose qu'on a essayé de soigner. Donc, en tout cas, tant mieux si ça ressort dans les feedbacks. On reviendra sur la partie score de santé que tu as évoqué, parce que tu disais que vous aviez fait quand même un petit quelque chose sur HubSpot, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais je voulais revenir sur un point qui est le côté genre outil en plus, tu vois, le côté où des fois dans une boîte on se dit bah ok, très bien, j'ai mon back-end, j'ai Chargebee, j'ai HubSpot, j'ai Mojo, j'ai machin, etc. Ça a été quoi finalement votre avis là-dessus, ou en tout cas peut-être l'avis de ta direction quand tu leur as parlé du sujet? Est-ce que ça a été un retour déjà que eux ont eu, ou pas du tout? Alors la direction, pas tant. Encore une fois, on a de la chance de pouvoir être équipé avec de nombreux mais de bons outils. L'équipe et moi-même, par contre, effectivement, c'est vrai qu'au départ, c'est toujours un peu la peur de rajouter un outil en plus parmi la stack qu'on a déjà. Donc la question s'est posée. Mais le problème, c'est pas d'avoir des silos, c'est pas d'avoir des silos, mais enfin, pardon, c'est pas d'avoir de nombreux outils, c'est d'avoir des silos. Là aujourd'hui, les logiciels, notamment Scaling, ils parlent entre eux. Donc en fait, toutes les infos, elles retournent dans le CRM si on les ajoute sur Scaling. Tout est mis à jour correctement. Donc finalement, pour la simplification de gestion que ça nous a apporté, ça n'a pas été gênant de rajouter un outil en plus. Au contraire, surtout que, encore une fois, l'interface, elle est tellement intuitive, elle parle tellement en fait directement à l'équipe que, il y a pas eu besoin de temps d'adaptation, on va dire, sur Scaling. Elles l'ont pris en main directement. Ouais, mais en tout cas, enfin, j'aurais pas dit mieux, c'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que souvent, je pense que le problème est pris dans le mauvais sens, où on se dit oui, mais ok, il faut qu'on rationalise les outils. Rationaliser les outils, en fait, vaut mieux en avoir 5 ou 8 qui parlent correctement ensemble qu'en avoir 3 qui sont où on a essayé de tout faire dedans, mais en fait qui parlent pas parce qu'on n'a pas les bons ID, que en fait, je sais pas retrouver le client X parce qu'il s'appelle pas pareil dans l'autre outil, que les deux outils se mettent pas à jour, etc. Donc, écoute, en tout cas, merci pour le feedback. Et je pense que du coup, ça répond à la question de Christelle qui demandait comment est-ce que tu as appréhendé l'utilisation de Scaling pour toi et pour ton équipe. Je pense que tu as répondu à cette question-là. Il y a 2-3 questions qu'on peut prendre. Il y a Marine qui demande, et du coup, comment fonctionne l'intégration native entre HubSpot et Scaling? Je peux en dire 2 mots. Alors, si Marine, tu souhaites aller plus loin, on pourra toujours organiser une démo ensemble. D'ailleurs, je vais en profiter peut-être pour laisser aussi un lien vers un calendrier pour ceux que ça intéresse. Je vais juste mettre le lien sur le chat pour ceux qui voudraient. Mais en gros, comment est-ce que ça fonctionne? Le point de départ, c'est un login, un mot de passe. Voilà, pour se connecter au compte HubSpot, il faut que ce soit un super admin qui se connecte, sinon la personne n'aura pas les droits suffisants et la connexion ne marchera pas. Et ensuite, en gros, il y a 2 catégories d'informations. Il y a donc nous, en gros, ce qu'on synchronise comme information, c'est bien sûr les clients. Donc on va identifier tous ceux qui sont clients dans HubSpot et les ramener dans Scaling, et après les synchroniser, comme disait Claudia, en bidirectionnel. Ça veut dire qu'une mise à jour sur HubSpot met à jour Scaling, et sur Scaling met à jour HubSpot. Donc ça, c'est vrai pour les clients. Ensuite, on va récupérer tous les contacts qui sont rattachés à ces clients et les propriétés qui sont rattachées à ces contacts. On va récupérer éventuellement les informations de contrat, donc les MRR, date de début, date de fin d'abonnement, etc. Donc, en l'occurrence, on peut aussi les récupérer sur un Chargebee dans le cas de Telescope, mais on peut aussi les récupérer au niveau de HubSpot. Et on va récupérer toutes les notes, les interactions, les commentaires qui ont été saisis. Et ça, pareil, c'est bidirectionnel. C'est-à-dire que si demain Claudia laisse une note dans Scaling,
ça arrive côté HubSpot, et un sales qui va déjeuner avec un client et qui laisse une note dans HubSpot redescendra dans Scaling. Donc voilà un peu pour les grands principes de cette intégration. Après, pour répondre à Paola, je suppose qu'il est possible de connecter notre boîte mail à Scaling. Oui, bien sûr. Comment être sûr si on fait des envois de masse que nos mails ne soient pas considérés comme des spams? C'est une bonne question. Alors déjà, on peut pas être sûr, c'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes garants de cette partie-là. Et pour le dire autrement, Scaling va pas être adéquat, par exemple, pour faire vraiment des mass mail où j'envoie et je bombarde 4000 personnes d'un coup. C'est-à-dire que nous, l'objectif, c'est quand même plus d'être sur du trigger, il se passe ça et j'envoie un peu en continu au fil de l'eau sur des petits volumes. Après, je peux faire des envois one-to-many en disant je vais aller targeter toute une partie de mes clients qui sont sur telle offre et tel machin parce qu'on vient de faire une release et que j'ai envie de les tenir au courant. Donc, on peut faire des envois comme ça, mais globalement, il vaut mieux que vous vous arrangiez quand même pour faire des envois qui ne dépassent pas quelques centaines de contacts, parce que sinon, effectivement, Gmail a tendance à mal, Gmail ou Outlook, les deux fonctionnent comme ça. Ils ont des limites d'envoi théoriques, peut-être à 2000 par jour, mais concrètement, déjà, si vous dépassez les 500, ça risque de poser des questions en termes de délivrabilité. Donc voilà, donc après, pour des envois plus volumiques, on peut avoir des notions d'appeler une autre plateforme et voilà, et de faire ses shoots. Voilà, si c'est un shoot très volumique, il vaut mieux le faire directement depuis HubSpot, quelque chose qui s'approcherait plus d'une newsletter, où nous, on est vraiment plus sur des choses au fil de l'eau, voire un peu de one-to-few ou de one-to-many. Marine qui demande: l'intégration avec un outil tel que Pendo est-elle simple à paramétrer ou faut-il des compétences techniques de dev particulières? Ça peut pas être plus simple, dans le sens où Pendo, si je dis pas de bêtises, vous demandez à vous connecter. En fait, nous, on vous génère une clé d'API avec un identifiant Scaling qui est associé. Et en gros, vous copiez-collez ça dans Pendo pour autoriser Pendo à communiquer de la data avec Scaling, et fin de l'histoire. Donc, en gros, ça prend à peu près 4 minutes de faire l'intégration Pendo, Scaling, HubSpot, puisque j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez HubSpot. Autre question de Marine, avec Scaling, on peut donc désactiver l'accès à HubSpot au CSM. Alors, ça dépend un peu des organisations. Je te laisserai compléter d'ailleurs, Claudia, par rapport à votre utilisation. Moi, je dirais aujourd'hui, ça dépend un peu. C'est-à-dire, aujourd'hui, et dans quelques mois, ça va changer. Par exemple, aujourd'hui, nous, on ne gère pas un pipeline commercial. Upsell, cross-sell, renew. C'est quelque chose qui va arriver assez dans les prochains mois, là. Mais en gros, par exemple, aujourd'hui, pour gérer cette partie expansion plutôt business, et ben ça aura plutôt tendance à se passer dans HubSpot. Et puis, dès que l'opportunité, le contrat est gagné, l'upsell est signé, etc., hop, ça redescend dans Scaling. Mais pour l'instant, nous, on gère pas ce côté opportunité. Donc ça peut être une raison qui fait que un ou plusieurs CSM de l'équipe continuent à avoir un accès à HubSpot. Mais pour le reste, c'est effectivement pas forcément nécessaire. Donc voilà, ça dépend un peu de votre organisation. Et Claudia, je sais pas, je te laisse peut-être compléter sur dans votre cas, dans oui, non, quelle mais mesure vous switchez entre les deux. Ça dépend vraiment de l'utilisation actuelle d'HubSpot, c'est-à-dire que nous, on ne pourrait pas désactiver HubSpot parce qu'on s'en sert encore une fois pour les transactions et la gestion de l'upsell et également pour le ticketing. Donc, toute notre partie support, elle se fait sur HubSpot aujourd'hui. Donc, effectivement, on garde cette partie-là, mais sans ça, il faudrait peut-être creuser l'utilisation actuelle. Mais effectivement, sur Scaling, on peut passer des appels, enregistrer son email, loguer son email, ajouter des notes, et tout ça se met sur HubSpot. Donc en soi, effectivement, il n'y a pas de besoin spécifiquement d'avoir deux accès sur à la fois. Okay. Ça marche. Et après, je voudrais juste revenir peut-être sur... il y a deux choses. La première chose, je voudrais revenir sur la notion de score de santé
Et puis après, peut-être terminer sur tes conseils. Mais donc, sur la partie score de santé, tu disais tout à l'heure que vous aviez commencé à mettre quelque chose en place dans HubSpot, mais que vous deviez remonter de l'information à la mano. Est-ce que tu peux nous dire, ouais, nous en dire un petit peu plus sur comment ça fonctionnait? Et Oui, j'espère est-ce que vous entendez, pardon, est-ce que tu entends le bruit derrière moi ou pas? un petit peu, mais Un c'est petit peu? vraiment... Bon, je vais essayer de couper mon micro. Oui, le score de santé, bah, sur HubSpot, il y a des nouvelles propriétés qui permettent de faire du scoring. Donc, on s'y est un peu intéressé en se disant que ça allait pouvoir nous permettre de faire des scores de santé directement sur HubSpot. Mais le problème étant le même, quand il manque la partie data sur l'adoption produit, ça n'est pas complet. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était plutôt des to-do list finalement. Comme je disais, d'aller vérifier sur chacun des logiciels si la to-do list était complète et que le client respectait ou pas les tendances. Et en fonction de ça, on lui attribuait du coup nous-mêmes un score directement sur une propriété HubSpot. Donc, c'est Ok. pas... Mais du coup, le score, il était, c'était à votre appréciation ou il y avait une partie qui était calculée aussi à partir de critères Ben, objectifs? un petit peu des deux, finalement. Il y avait quand même des critères définis et sur l'adoption et sur les derniers contacts. Mais il y a aussi toujours un peu d'humain, mais comme on pourrait retrouver aujourd'hui dans le CSM Pulse, je pense que c'est important de Oui, bien... oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui. Oui, Voilà. oui, c'est important. Nous, on a aussi cette partie-là, effectivement, que tu pondères, tu lui donnes l'importance que tu veux dans le scoring. Mais c'est important, le CSM, il capte des signaux qu'aucun tracker peut récupérer parce que tu sais que ton champion va partir et que ça te met un peu à risque, parce que tu sais que la boîte est en train de se faire racheter ou a des problèmes de trésor, ou que sais-je. Il y a des choses que seul un CSM peut savoir. Donc, c'est toujours important d'avoir ça. C'est un peu plus dangereux quand le CSM n'a que ça, ce qui est quand même souvent le cas où tu as que un peu ta météo client en tête. Sauf que la météo client est souvent le customer success. Un peu le travers qu'on pourrait retrouver assez souvent, c'est de dialoguer beaucoup avec les opérationnels, mais pas toujours avec le décisionnaire. Donc, tu n'as pas toujours la big picture. Et donc, c'est pour ça que c'est important de mixer aussi les paramètres que tu prends en compte. Mais bon, on n'est pas sur, c'est pas le sujet du jour, le score de santé. Si en tout cas c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à regarder sur le site. Il y a des webinars, vous pouvez récupérer des replays, etc. Et on a fait des webinars spécifiques sur la partie score de santé, donc pour ceux qui voudraient creuser. Mais ok, ça marche. En tout cas, c'est noté. Et peut-être dernière question pour terminer, c'est-à-dire que là, dans l'audience, il y a peut-être des personnes qui réfléchissent justement à mettre en place une Customer Success Platform avec nous, sans nous, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, toi, à des gens qui voudraient comme ça mettre en place une CSP? Et qu'est-ce que peut-être tu ferais toi différemment aujourd'hui si tu devais le faire? Voilà. Ou qu'est-ce que tu estimes avoir bien fait et qui te semble indispensable? Oui. Et ben, mon premier conseil, ce serait de le faire au plus tôt. Je pense que si c'était à refaire, je le referais plus tôt. Parce qu'en fait, le plus tôt, c'est le plus simple. C'est difficile de détricoter tout ce qui est déjà mis en place. Et en fait, finalement, nous, enfin, pour le cas de Scaling, ça a été plug and play. Donc voilà, on a pu connecter très facilement tous nos différents logiciels et mettre rapidement l'équipe dessus et du coup gagner en visibilité. Elles disent que ça leur a changé la vie, donc on aurait dû le faire avant. Et puis encore une fois pour la partie... Fallait faire un bébé avant, en fait. C'est ça. Et ouais, non, pour la partie détricotage, en fait, quand on a créé cette usine à gaz sur HubSpot, c'est vrai qu'il y a aussi une partie où il y a eu beaucoup de réflexion, en fait, de comment on va transposer tout ça sur Scaling. Donc, on se serait effectivement rendu la vie beaucoup plus simple si on l'avait fait plus tôt.
Et mon deuxième conseil, ce serait justement on en a parlé un petit peu avant, mais de bien documenter les process. Ça, c'est quelque chose qu'on fait justement parce qu'on crée beaucoup de workflows, etc. Bien. J'utilise Whimsical. Qui est une sorte de Miro, voilà, sur lequel, du coup, on pose toutes nos automatisations, tous nos process, tous nos cycles de vie, ce qui permet que, voilà, le jour où je suis pas là ou le jour où il y a un changement à faire, ça évite de tout casser. Quand vous avez besoin de faire une modification. Donc, ouais, là, vraiment, les deux conseils, documenter et de le faire au plus tôt, si c'est possible. Nous, on s'est laissé un peu prendre par le temps et se dire qu'on pouvait gérer avec HubSpot. Et finalement, quand on arrive à un état critique, à une taille de portefeuille où c'est plus gérable via HubSpot, c'est difficile pour l'équipe, pour la rétention. Voilà. Ok. Ouais. J'ai poussé le lien de Whimsical sur le chat pour ceux que ça intéresse. Et oui, Whimsical, en gros, c'est un truc où tu vas pouvoir un peu drafter tes processus, en fait, un peu comme tu les aurais fait en prenant des notes sur un cahier, mais voilà, la version digitale du cahier sur lequel tu dessines un peu tes schémas, quoi. C'est ça. Ça marche. Bah, écoute, merci pour ces deux conseils-là. Je vois qu'il y a une autre question. Je crois qu'il n'y en a qu'une qu'on n'a pas prise pour l'instant. Don qui dit finalement le scoring était que sur l'adoption, mais pas sur la typologie de client. Donc ça, j'imagine que c'est une question sur le scoring à l'époque sur HubSpot, puisque sur Scaling, bien sûr, tu peux mixer des critères d'adoption, d'interaction, des critères qui sont liés à ton contrat, l'évolution de la valeur du contrat et le sentiment du CSM, bref, différents trucs et par segment de client. Mais à l'époque, ouais, sur HubSpot, est-ce qu'il y avait cette notion de typo? Alors, adoption et interaction, par contre, effectivement, sur la typologie du client, alors, hormis les grands comptes où là, on a un fonctionnement différent, oui, en fait, tout le monde était dans la même catégorie sur les scorings. Donc, effectivement, aujourd'hui, sur Scaling, on peut vraiment faire la différence. En plus, on le paramètre vraiment rapidement et après, ça s'applique en fonction de notre type de client. Donc, ça, c'est aussi un vrai changement. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Claudia pour tous ces feedbacks et pour tes conseils. Si toutefois il y a une dernière question qui pop, on pourra peut-être la prendre. Mais sinon, écoutez, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour les différentes questions, voilà, qui permettent de rendre l'échange un petit peu plus dynamique, et voilà. Et puis, merci à tous. Et pour information, on a notre prochain webinar donc dans un mois, comme d'habitude. Évidemment, j'ai pas préparé le lien, donc je vais aller le chercher. Et donc, prochain webinar qui sera, je vous l'envoie sur le chat aussi, qui sera avec Harvester, qui est une solution de gestion de feedback client, donc plutôt solution orientée équipe produit, et donc sur la thématique de comment réduire le churn grâce au feedback client. Donc voilà, donc pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas, je vous envoie même le lien direct vers ce prochain webinaire. Voilà, donc je serais heureux de vous y retrouver si la thématique vous intéresse. Écoutez, merci à tous. Merci Claudia, merci beaucoup d'avoir peut-être prêté au jeu des questions-réponses et du webinaire. Ouais. Et puis, écoutez, à bientôt pour ceux qu'on retrouvera en réel ou en virtuel sur des prochains events. Merci Nicolas, merci à tous. Merci à toi. Ciao.